Buongiorno a tutti. Nous démarrons parce que le temps passe. Je vous remercie d'être venus très nombreux assister à cette commémoration dédiée à notre Antigone Maria Gentile, à laquelle nous sommes tous très attachés. Je veux saluer particulièrement la présence de Monsieur le Président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, qui ne peut pas être présent parce qu'il est de mariage. Je veux saluer également la présence du président du conseil départemental en la personne du maire de Saint-Florent, Claudio Olmeda. Je veux aussi saluer le maire de Bastia en la présence de Mattea Lacave et de Pierre Savelli et de Jean-Michel Savelli, puisque Pierre Savelli est aussi de mariage. Je veux saluer également Michel Rossi, mon ami, qui est le maire de Ville et de Piedrabugno, et mon complice depuis longtemps. Je veux saluer aussi les autres élus du Nebbio et de la Concador. Mes remerciements s'adressent aussi au diacre Jean-Vitus Restigoni, et puis à Angela Bodentini, à nostra voce conosciuta, aux confrères de patrimonio de San Fiorenzo et de Santo Pedro que j'ai vu tout à l'heure. J'entends aussi associer pleinement à cette deuxième édition de l'hommage à Maria Gentile mes amis Marie Ferranti et Guy Calvelli, engagés comme nous afin que cette manifestation soit un succès. Cette cérémonie au pied de la maison en ruine où Maria Gentile a vécu et où nous avons l'année dernière dévoilé une plaque à sa mémoire comportera 3 temps. D'abord, je vous dirai un petit mot. Ensuite, ce sera l'hommage religieux à Maria Gentile avec en clôture le Dio vi salve Regina. Et enfin, je laisserai Marie Ferranti vous présenter sa pièce de théâtre, Maria Gentile, qui sera jouée ce soir sur la place de l'église vers 22 h et à laquelle j'espère vous assisterez nombreux. Voilà mon petit mot. Cari amici, in di 1769 a nostra Maria Gentile vive l'orrore. Il suo compagno Gio Guidoli, ammazzato e lasciato morto con i suoi compagni senza tomba, sposto nanta una roda in piazza Umberto San Francesco. Ella un po' sopporta sto dolore e decide, per amore di sicuro, ma anche per moralità e patriottismo, di dargli una sepoltura cristiana. Je vais continuer en français pour que ceux qui ne comprennent pas le corse puissent comprendre l'histoire. En 1769, Maria Gentile Belgodere est cette jeune fille d'une vingtaine d'années, fiancée à un jeune homme de 5 ans, son aîné, Giovanni Guidoli. Tous deux vivent à une époque très mouvementée de l'histoire de notre île, celle de la guerre de 40 ans qui a débuté en 1729 et qui s'est achevée en mai 1769. Maria Gentile s'est illustrée en 1769 à l'occasion de l'épisode connu sous le nom de la conspiration d'Olette, dont la réalité nous a été transmise par divers historiens et surtout par les recherches de notre compatriote, M. Antoine de Moratti, originaire de Saint-Florent, qui a pu consulter les pièces du procès des auteurs et complices de cette conspiration et qui les a publiées dans le bulletin de novembre et décembre 1893 de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse. Je dois vous rappeler qu'en 1729, les Corses, usés par plus de 4 siècles de domination génoise, se révoltent afin d'obtenir leur indépendance. En 1755, au siècle des Lumières, Pasquale Baoli est proclamé père de la patrie et général de la nation. Il est alors l'initiateur d'une constitution considérée comme la première constitution démocratique du monde moderne, qui contribuera d'ailleurs à l'élaboration de celle des États-Unis d'Amérique. En 1768, le 15 mai, c'est le traité de Versailles qui consacre la cession de la souveraineté de la Corse par les Génois à la France. Pour imposer son gouvernement, le roi Louis XV envoie alors sur l'île des renforts importants sous l'autorité du comte de Marbeuf. Le marquis de Chauvelin, commandant en chef des troupes en Corse, s'empare d'Olette, où il établit son quartier général à la tête d'une garnison de 1500 soldats qu'il place sous les ordres du marquis d'Arcambal. Au début de 1769, Pasquale Baoli, s'étant ménagé des intelligences avec les habitants de la région, envisage de lancer une attaque afin de surprendre et neutraliser cette garnison. Pour ce faire, il décide de s'appuyer sur l'abbé Francesco Antone Salicedi, surnommé Peverino, qui avait imaginé introduire un groupe de partisans par la porte démurée d'une cave située au Montadio et appartenant à Don Pietro Leccia. Au Montadio, c'est un petit hameau en haut du village d'Olette, de les faire passer de là à la maison Santa Maria où se trouvaient 4 officiers et leurs hommes,
et de la sorte, s'étant emparé de ce poste important, favoriser le succès d'une attaque concomitante du village par 2 détachements de Corse, l'un venant d'Olmeda et Douda et l'autre sortant de Poggio. D'Arcambal, instruit par Pietro Boccheggiampe de ce projet, fit procéder à de nombreuses arrestations. Marbeuf ordonne alors que les inculpés soient traduits devant un conseil de guerre sous les chefs d'inculpation de conspiration et de complot contre le service du roi, alors que le prétendu crime n'avait encore reçu aucun commencement d'exécution. L'instruction, commencée le 13 février 1769, fut terminée le 3 mars de la même année. Le procureur général, sans plus ajouter aux faits établis par ce conseil, a finalement aggravé l'accusation des prisonniers qui se trouvèrent non seulement inculpés de conspiration, mais également de crimes de haute trahison et par conséquent de crimes de lèse-majesté pour avoir voulu égorger les officiers et les soldats de la garnison. Le 17 juillet 1769, la juridiction de jugement saisit du cas de 30 mis en cause, dont 18 seulement sont incarcérés, rend sa décision. Les peines les plus lourdes concernent 5 patriotes, dont Pietro Leccia, Francesco Antonio Santamaria di Totò, Dominique Chermolacci, tous 3 d'Oletta, Jean Guidoni et Jean-Camille Guidoni de Poggio. L'exécution de la sentence eut lieu le 25 septembre 1769 à 1h après minuit sur la place de la citadelle de Bastia. Les condamnés furent d'abord mis à genoux, tête nue, les mains attachées afin de subir d'abord la question ordinaire dite des canettes, puis la question extraordinaire dite de la corde. À 6h du matin, ils furent conduits devant la porte principale de la cathédrale Sainte-Marie de Bastia pour y faire à genoux amende honorable. Le jour même, ils étaient transportés à Oletta au couvent San Francesco, où après avoir à nouveau fait amende honorable, ils furent rompus vifs. Ensuite, sous le regard d'une population consternée, leurs corps martyrisés furent exposés, face tournée vers le ciel sur des roues dressées à cet effet et privés de sépulture. Des seules pièces du procès, il ressort que la gravité des crimes imputés aux suppliciés apparaît finalement disproportionnée au regard d'une conspiration qui n'était qu'un acte militaire conçu par des patriotes demeurant inaboutis. En outre, l'horreur des supplices témoigne d'une férocité judiciaire qui ne pouvait même pas trouver sa justification dans l'exemplarité des peines, la guerre ayant pris fin en mai 1769 lors de la défaite de Fontenoy. C'est dans ce contexte terrible que notre Maria Gentile prit la décision de se rendre la nuit venue au couvent afin de donner une sépulture chrétienne à son fiancé. Maria Gentile accomplit cette action alors qu'elle sait que le fait pour quiconque d'enlever un condamné du gibet d'infamie est puni de la peine de mort. Aussi, comment ne pas rapprocher cet acte de celui de l'Antigone de Sophocle, s'opposant à son oncle Créon, roi de Thèbes, qui voulut donner une sépulture décente à son frère rebelle, Polynice, considéré comme un traître à sa patrie. Comme Antigone, Maria Gentile réalise un acte illégal, mais essentiel. Il lui faut donner une sépulture digne à son fiancé mort. Elle consacre ainsi la supériorité du pouvoir divin sur le pouvoir temporel, qui ne respecte même pas les morts. Au-delà de l'accomplissement de cet acte très courageux et prise de justice, la voici qui va se présenter au juge à Bastia afin de se dénoncer et de déclarer que les parents du supplicié, qui avaient été arrêtés et qu'on s'apprêtait à juger parce que présumés coupables de l'enlèvement de leur fils, étaient innocents. Elle demandait à subir seule la sanction de son acte. L'histoire nous dit que le juge admira son courage et sa piété et qu'il lui déclara qu'elle était libre, ainsi que les parents de celui qu'elle avait aimé d'un amour si noble. Comme Antigone, Maria Gentile s'est illustrée par sa résistance au pouvoir injuste de l'époque, avec pour seules armes sa piété et ses convictions. Son acte héroïque met ainsi en évidence le conflit qui existe entre conscience, justice, loi et obéissance. Vous le savez bien, cette opposition est de toutes les époques, même si elle prend une acuité particulière dans les périodes critiques de l'histoire. Maria Gentile est celle qui librement se dresse les mains nues et qui dit non, quitte à payer de sa vie son refus et qui finalement gagne son combat. Maria Gentile est une figure immense qui nous interpelle, parce que son dessein d'associer la vie à la mort est immanent en toute conscience humaine. On sent bien que chez elle, l'instinct de vie est indissociable de l'instinct de mort, et qu'il ne peut y avoir d'homme sans mémoire, sans fibre affective et émotionnelle. Comme Antigone, Maria Gentile nous incite finalement à réfléchir sur les motivations profondes de nos actes. Comment en effet concilier justice et liberté dans un monde où les ordres s'opposent de plus en plus à nos convictions morales? Comment déterminer quand nous devons contester la règle? Comme le dit Socrate, on se doit sûrement d'agir avec sagesse, en faisant preuve d'un exercice aigu de prudence et d'un jugement sûr, animé par la droiture. Plus encore, il me semble important de vous dire, en ce lieu chargé d'émotions, que chacun, d'où qu'il vienne, dans sa quête de la vérité et de la liberté, doit pouvoir vivre en paix avec lui-même et avec les autres. À nous tous donc, en conscience,
de réfléchir et de juger les questions éthiques et politiques qui se posent à nous en tant que citoyens au regard de l'acte accompli par l'Antigone Corse, Maria Gentile. Alors qu'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix en 1986, vient de nous quitter, je vous invite à méditer cette belle parole. Je crois en l'homme malgré les hommes. Voilà, avant de passer le relais à notre ami Jean Vitus Ristigoni pour la prière en hommage à Maria Gentile,